Bonjour, dans cette deuxième partie de chapitre 8, et cette fois, enfin dans la continuité de ce que nous avons déjà abordé au début de ce chapitre, où nous avons parlé de la principale différence que nous avons entre l'IPv4, l'IPv6 et puis l'importance de l'adressage en IPv6 ou en IP ou IPv6 ou globalement aussi l'utilité de la couche réseau de modèle OSI. Maintenant, nous allons parler rapidement de ce qu'on appelle le comportement de routage ou autrement dit les décisions relatives aux transmissions de données. Autrement dit, si nous prenons l'exemple de n'importe quel utilisateur dans le cadre d'un réseau, cet utilisateur, il aura la possibilité de faire des choses. La première chose, c'est d'envoyer de trafic au même PC en soi, c'est qu'il envoie du trafic à lui-même en quelque sorte. La deuxième partie, c'est envoyer dans un réseau local, dans son propre réseau local. Et la deuxième partie, envoyer, on va dire, au-delà de réseau local. Ça peut être du WAN, Internet, LAN, peu importe, ou pardon, MAN, peu importe, on va dire au-delà de réseau local. Alors, dans ces trois situations, comment à chaque fois le routage ou la couche 3 de modèle OSI va se comporter? Quand un PC envoie des informations à lui-même, on appelle ça leaping localhost, ou autrement dit, des informations qui ne sortent jamais de la machine. Et c'est autrement dit les informations que j'envoie à l'adresse 127.0.0.1. Et ces informations ne vont jamais sortir de la machine en soi. C'est fait parfois pour pinguer la carte réseau ou pour envoyer des données à sa propre machine parce que, par exemple, nous avons un serveur qui est installé sur la même machine. Du coup, au final, on envoie des données, mais finalement, ça reste à l'intérieur de la même machine au final. On ne va pas parler de ça, ce n'est pas vraiment notre sujet. Ce qui nous intéresse le plus, ces deux parties-là, c'est le trafic que j'envoie ou bien dans un LAN ou bien dans un WAN. Et je reviens toujours à l'exemple de base que je répète et je répète. C'est l'exemple de la poste. C'est que prenons toujours le cas de monsieur qui va se déplacer pour aller dans un bureau de poste quelque part. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? La poste va réacheminer l'information jusqu'à le bureau de poste de sa destination pour aller renvoyer l'information au monsieur de la destination, qui est chez lui dans sa propre destination. Du coup, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? On va distinguer tout simplement deux types d'envoi. Le premier type d'envoi, c'est monsieur A qui est là. S'il veut envoyer quelque chose à A' qui partage la même maison avec lui ou qui partage le même local avec lui, ou sinon, monsieur ici, il envoie à B ici, ou pareil, B quand il veut envoyer quelque chose à B' ici, qui lui aussi, il partage la même maison ou le même local avec B. Et là, vous distinguez très simplement et logiquement que le A ici, s'il a besoin d'envoyer des informations qui ne traversent pas le réseau, qu'il n'y a pas de nécessité d'aller au-delà de mon périmètre géographique, hein, ça peut être votre ville, ça peut être votre maison, ça peut être votre entreprise, voyez-le comme vous le souhaitez. Et là, qu'est-ce que va faire monsieur A? Il va tout simplement aller voir le A' physiquement, lui-même. Il se déplace physiquement. C'est le but de l'adressage physique, c'est le but de l'adressage MAC, c'est le but de la couche MAC, de la couche 2 de modèle OSI ou de la sous-couche exactement MAC, et c'est ce qu'on fait là-dessus. Par contre, vous voyez bien que si A il a besoin d'envoyer des informations au-delà de ses capacités d'envoi lui-même, hein, si je vous demande vous-même de prendre un courrier, un colis, ce que vous souhaitez, et de l'envoyer de Paris jusqu'à Marseille ou jusqu'à Lyon, jusqu'à Bordeaux, bah vous voyez très bien qu'il faut quand même faire du travail. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner, on va commissionner ou on va sous-traiter, si j'ose dire ça comme ça, à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il va faire l'opération à notre place. Et ce quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, c'est le bureau de la poste. C'est ce qui fait que nous allons directement partir voir le bureau de poste et puis le bureau de poste, c'est lui-même qui va s'occuper de l'opération, d'aller faire ses opérations de transmission. Et là, on distingue quelque chose. Si on va revenir à notre cours de réseau, remplacer le bureau de poste par le routeur, remplacer le monsieur ici par un PC et vous allez voir une architecture de réseau complète. Comme ça.
et qui va repartir sur le PC de destination. C'est que exactement ici et là, vous aurez au milieu un switch et sur le switch, nous allons brancher un deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Par conséquent, ce qu'on peut comprendre de cela, que si nous voulons envoyer des informations au-delà de la capacité de transmission de notre réseau local, autrement dit, au-delà de notre plage d'adresse de réseau local, dans ce cas-là, nous aurons besoin d'un équipement supplémentaire qui va nous aider pour faire cette opération. Cet équipement s'appelle le routeur. Autrement dit, dans ce langage global, on l'appelle la passerelle par défaut ou la default gateway. On dit default gateway, on dit passerelle par défaut, on dit le routeur, appelez-le comme vous voulez, ça reviendra toujours au même. Alors le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère automatiquement toutes les informations de routage au-delà de réseau local et s'occupe lui-même de faire l'opération via un mécanisme très célèbre. Ça fait 50% de métier de réseau. Ce mécanisme s'appelle le routage. Alors le routage, c'est quoi? Vous avez compris, j'imagine. C'est le fait d'envoyer des paquets IP au-delà d'un réseau local. Vous avez un réseau local, un autre réseau local de l'autre côté. Le fait de pouvoir interconnecter ces équipements, quelle que soit la distance réelle qui les sépare, quel que soit le nombre d'équipements au milieu, cela s'appelle routage. On utilise plusieurs techniques pour aboutir. On utilise plusieurs techniques pour arriver jusque-là. Le but, je répète, ce n'est pas dans ce chapitre que nous allons découvrir les mécanismes de routage, les protocoles de routage, les processus, les procédures, etc. Mais le but sera de découvrir le mécanisme global ou autrement dit le comportement de routeur ou le comportement d'un PC pour faire du routage. Pour résumer et vous simplifier les choses, je vais dire tout simplement que si nous avions un réseau de type 192.168.1.0 dont cette partie-là, je préfère peut-être changer de couleur que l'idée soit claire. Ok, donc cette partie-là, elle est l'identifiant de réseau et ça, c'est des identifiants d'utilisateurs. Autrement dit, on aura 1, on aura 2, on aura 3, etc. On aura un autre réseau qui est 192.168.2.0 ici et vous voyez qu'on parle d'un autre réseau. Pourquoi un autre réseau? C'est simple parce que vous voyez que sur la partie qui identifie le réseau, vous voyez que ici on a un chiffre différent, on a le 2, on n'a pas le 1. Alors, c'est quoi la partie qui identifie le réseau, la partie qui identifie l'utilisateur, etc. Si vous avez des notions de base dans le réseau ou même avancées, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Sinon, prenez ça comme ça, qu'une adresse IP, comme je l'ai dit déjà dans un chapitre précédent, qu'une adresse IP, elle est composée de deux parties. Une partie, elle identifie le réseau et une partie, elle identifie un utilisateur dans un réseau, ni plus ni moins. Et là aussi, on a 1, 2, 3. Du coup, le comportement de routage, comment va se dérouler? Vous avez des possibilités. Si les utilisateurs à l'intérieur d'un réseau cherchent à communiquer entre eux, par exemple, le 1 envoie à 2, 2 envoie à 3, le 1 envoie à 3, etc. Là, on n'aura jamais besoin d'un routeur pour faire l'opération. Ici, nous aurons les utilisateurs entre eux qui sont tous interconnectés par des switches au milieu. Les switches, on les a vus en détail dans les chapitres qui parlent de la couche liaison de données. Si vous ne les avez pas vus ou pas compris, vous pouvez revenir revoir ou réviser ces chapitres-là. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Que le PC qui est là, s'il veut joindre le PC qui est là, il suffit tout simplement d'aller traverser le switch pour atteindre la destination. Par contre, si la destination est loin, comme par exemple le cas ici, là, qu'est-ce que va faire le PC concrètement? Il va voir cela. Comment il va comprendre que c'est loin? Je ne parle pas de loin géographiquement, je parle de loin technologiquement. Autrement dit, je dois sortir de mon réseau pour aller le rejoindre. Pourquoi sortir de mon réseau? Parce que nous avions déjà dit que à l'intérieur d'un réseau, il n'est pas possible d'avoir deux identifiants de réseau différents. C'est pas possible ça, ce n'est pas acceptable. À l'intérieur d'un réseau local, nous avons un seul identifiant d'un réseau local. Comment on peut identifier un réseau local? On a déjà parlé de cela, c'est pas grave, je le répète. On identifie un réseau local par le nombre d'interfaces qui sont connectées sur un routeur. Ici, c'est LAN 1. Ici, c'est quoi? C'est LAN 2.
Ici, c'est quoi? C'est LAN 3. Vous voyez que à chaque fois que vous avez plus de... chaque câble, chaque liaison branchée sur un routeur, elle se comporte comme un réseau local en soi. Du coup, est-ce que le LAN 1 et le LAN 2 sont proches l'un à l'autre? Bien sûr que non. Parce que pour aller de LAN 1 vers un PC de LAN 2, il faut traverser obligatoirement le routeur pour aller joindre le LAN 2. Du coup, est-ce qu'il est possible de créer par exemple deux LAN comme ça, LAN 1 et LAN 2, sur la même interface que vous avez ici sur le LAN 1? Allez, je vais l'appeler interface 1, interface 2, interface 3. Sur l'interface 1, est-ce qu'il y a une possibilité de créer à la fois LAN 1 et LAN 2? Bien sûr que non, ce n'est pas possible. Sur une interface de routeur, il n'est possible de créer qu'un seul réseau local. Et l'interface de routeur qui est connectée à ce réseau local, elle s'appelle l'interface de la passerelle par défaut. Et par conséquent, la passerelle par défaut, elle est obligatoire sur chaque réseau local. Elle constitue l'interface de routeur qui est branchée sur ce réseau local si un réseau local, bien sûr, veut sortir au-delà de ses capacités locales ou, autrement dit, aller très loin sur Internet ou sur un réseau distant, peu importe. C'est ce qui fait que dans le cas ici où le réseau 1 veut aller joindre le réseau 2, il est obligatoire pour lui d'aller joindre directement sa passerelle par défaut. Et son métier, le rôle pour le PC que vous voyez ici, il se termine là parce qu'il n'a plus la possibilité d'aller voir au-delà. Le PC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la requête directement à sa passerelle et c'est à sa passerelle de se débrouiller pour aller trouver l'information. Autrement dit, ou je peux le dire ou ajouter une remarque là-dessus, vous comprenez bien que l'adresse IP de cette interface de la gateway, celle-là ou encore celle-là, ça doit être obligatoirement une interface qui se situe dans le réseau local. Du coup, le LAN 3 ici, l'adresse IP de l'interface que vous voyez ici, il faut impérativement qu'elle soit dans le réseau 3. Si je vais dire n'importe quoi, je vais dire que nous avions le réseau ici 192.168.1 et puis nous avions les machines 1 et 2 et 3. Est-ce qu'il est possible de donner ici, sur l'interface 1 de routeur, une adresse IP de type 192.168, je dis n'importe quoi, 5.5? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. Pourquoi non? Parce que le réseau 5, il ne se situe pas dans le réseau 1. Il faut impérativement que l'adresse soit la même sur la partie réseau. Et puis sur la partie identifiant de l'utilisateur, ou ce qu'on appelle la partie hot, dans ce cas-là, on aura le choix de mettre l'adresse qu'on souhaite mettre. Cela ne posera aucun problème tant que l'adresse est disponible. Je pense que c'était clair. Je ne sais pas si j'arrive quand même à vous transférer l'information, à vous transmettre l'information concernant le rôle et l'importance d'une gateway ou d'une passerelle par défaut, et du coup aussi le rôle d'une passerelle par défaut et le comportement de routage là-dessus. Par conséquent, si je reviens ici à la partie comportement de routage, on voit qu'on distingue deux comportements différents. Si on est à l'intérieur de réseau local, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on reste à l'intérieur de réseau local. Et là-dessus, comme vous l'avez vu ici, le PC1, s'il veut joindre le PC2, il va chercher le PC2. S'il est dispo, tant mieux. S'il n'est pas dispo, tant pis. Il n'y a pas un deuxième choix, il n'y a pas un dixième choix. Est-ce qu'on peut aller joindre le PC de destination en passant par un routeur? Non, c'est pas possible. Le PC de destination, s'il est sur le même réseau local, le routeur dans ce cas-là, il ne sert absolument strictement à rien. Vous pouvez même l'éteindre. Par contre, si nous voulons aller au-delà de nos capacités locales ou au-delà de notre réseau local, là, on doit passer par le routeur. Autrement dit, dans la vie réelle, le bureau de poste qui va nous relier à la destination finale qui se situe de l'autre côté. Alors maintenant, le routeur, comment il va faire l'opération? Déjà, la première condition, il faut que le routeur ait les deux interfaces possibles et configurées, parce que si je prends le cas ici de ce réseau rouge là, de ce réseau postal, le routeur, il doit impérativement avoir une interface sur ce réseau et une deuxième interface sur le réseau de destination qui mène au moins vers un chemin distant. Ça peut être un deuxième routeur, ça peut être un switch, ça peut être un équipement, ça peut être je ne sais pas ce que c'est ou je ne sais pas quoi, mais il est obligatoire que le routeur ait au moins deux interfaces, une pour l'entrée, l'autre pour la sortie. Deuxième condition, on l'a déjà abordé, c'est que le routeur, il est obligatoire qu'il ait une adresse IP configurée comme passerelle par défaut et que, surtout,
Cette passerelle par défaut soit en même temps configurée sur les machines de destination. Et sur ces machines de destination, on aura, je ne sais pas si, je pense que ça vous dit quelque chose, à chaque fois que vous configuriez une adresse IP sur une machine, vous avez l'adresse IP, le masque, je ne sais pas ce que c'est, et après vous aurez la passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut, il est obligatoire de la configurer sur le PC. Du coup, sur le PC ici, vous allez mettre l'adresse IP de cette interface que vous avez donnée à votre routeur. Je pense que l'idée, elle est claire là-dessus. Et puis, il faut configurer le routage. Le routage, ou bien manuellement, c'est que vous-même, vous allez dire écoute, pour tout le trafic qui mène vers le réseau 2, il faut que tu envoies toutes les informations vers ce routeur. Et vous-même, vous allez rentrer la commande IP route. On l'a vu déjà au tout début de la formation. Sinon, il y a des protocoles qui le font à votre place. C'est ce qu'on appelle les protocoles de routage. Ce n'est pas le but de la formation de voir les protocoles de routage. Néanmoins, faire un petit tour sur les différents outils ou les différents comment on appelle ça, ou les différents comportements de routage pour les voir, peut-être j'ai envie de dire que ça vaut le coup. Pour cela, je vous ai préparé un lab ici. Vous allez sûrement me dire, mais on n'a pas la capacité technique de développer ce lab-là. Rassurez-vous, ce n'est pas le but. Le but de ce chapitre-là, c'est de vous montrer comment un routeur il se comporte pour envoyer une information d'une source jusqu'à une destination. Mettre en place ce lab, ça ne rentre pas dans vos capacités de CCNA 1, comme un CCNA 1. Peut-être à la fin de CCNA 2 ou la fin de CCNA 3, ça va devenir pour vous un jeu d'enfant. Mais aujourd'hui, en CCNA 1, ça ne sera pas possible pour vous de mettre en place un réseau comme celui-là. Prenez juste en considération une petite information que ce réseau, il est totalement bien configuré et il est opérationnel. Il se constitue de quoi? Et c'est ça le but justement de l'explication. C'est qu'on voit ici un routeur de marque Cisco 1941. Ce routeur, si je peux vous dire combien de réseaux nous avons connectés sur ce routeur. La réponse est super simple si vous avez bien compris ce que j'étais en train de dire. On va compter le nombre des interfaces. Combien d'interfaces on a égale combien de réseaux on a. Et là, je pense que la réponse à la question est très très simple. Nous avons 3 réseaux qui sont connectés à ce nous avons 3 réseaux ici qui sont connectés à ce routeur. Après, qu'est-ce que nous allons avoir là-dessus? Ah oui, c'était peut-être pas une excellente idée d'afficher les interfaces. Je l'enlève comme ça pour l'alléger, c'est pas grave. Ici, combien de réseaux il est connecté ou branché sur ce routeur? 1, 2 et 3. Maintenant, combien de réseaux local, autrement dit, combien de LAN est connecté au routeur 1? C'est un seul, parce que ces deux-là, c'est des interfaces étendues. Vous voyez que au routeur, brancher un routeur, brancher un routeur, brancher un routeur. C'est le fameux nuage que nous avons l'habitude de le dessiner quand on fait les dessins. Autrement, les réseaux ici, nous avons un seul réseau ici, c'est le réseau local. Et nous avons 2 réseaux étendus, 2 chemins qui nous mènent vers des réseaux étendus. Ici, nous allons partir sur le routeur central de l'entreprise qui va nous mener vers le routeur de l'opérateur et puis un serveur qui simule Internet. C'est comme si nous avons un site Internet ici. Et là aussi, ça nous mène vers un routeur de destination sur un autre site. Disons que ici, c'est... allez, on va choisir une ville de côté ouest, on va dire Bordeaux. Et on va choisir une ville de côté est, on va dire Lyon. Et ici, il n'y a pas de surprise, c'est Paris. Du coup, les sites de Bordeaux et Lyon, ils sont branchés directement entre eux. Et si le lien entre les deux sites tombe en panne, ben, nous allons passer par Paris pour repartir sur Bordeaux, sur Lyon. Et je pense qu'on a parlé de cela quand on a fait les architectures de réseau étendues au niveau de la couche 2. Ce réseau-là, c'est un réseau maillé. Autrement dit, tous les sites sont connectés entre eux. Qu'est-ce que nous avons aussi à dire? Et du coup, là-dessus, la question qui va se poser, si un PC ici tente de joindre un PC qui se situe dans le même réseau, comment le PC, les PC ou les routeurs vont se comporter? Et si un PC ici tente d'aller joindre un routeur qui se situe sur un site distant, comment dans ce cas-là, le routage va se comporter? Alors, voyons voir cela en détail.
Prenons le cas de la première machine que nous avons ici. C'est le PC 0. Alors, le PC 0, il a une adresse IP de type 192.168.1.1 et qui a une passerelle par défaut qui est 192.168.1.254. Si on va voir le routeur ici, je pense que vous vous rappelez maintenant comment aller chercher les adresses IP d'une interface. On peut le faire de différentes manières. Par exemple, allez, je vais faire simplement show IP interface brief. Avec la commande show IP interface brief, on a la possibilité d'afficher toutes les interfaces d'un routeur ou d'un équipement, d'un switch, peu importe, avec aussi les adresses IP qui sont configurées et puis l'état du port. Est-ce qu'il est allumé ou est-ce qu'il est down? Est-ce qu'il est éteint ou est-ce qu'il est allumé? Ici, l'interface que nous avons, il n'y a pas de surprise, il y a une seule gigabit, du coup la seule gigabit qui existe. Et l'interface que nous avions ici, c'était la gigabit Ethernet 00. Juste petite remarque, on avait l'habitude à l'époque de faire comme ça. Juste pour vous apprendre les bonnes habitudes, on met un PC console et puis on met un câble console, on branche le PC sur le port RS232, sur le routeur, sur le port console et puis on ouvre le terminal depuis le PC comme ça. Je pense que ça vous rappelle cela quelque chose. Bon, maintenant ce n'est pas le but, j'essaye de faciliter, j'essaye d'alléger, c'est le but d'un packet tracer. Packet Tracer nous offre cette possibilité d'allègement, cette possibilité de faire rapidement les choses. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'essaye aussi de faire rapidement les choses. Pour faire rapidement les choses, il suffit d'appuyer sur le routeur et aller sur la partie CLI. Et ça revient au même. Ça, c'est une particularité de Packet Tracer. Vous ne le voyez pas dans la vie réelle. On ne peut pas taper sur un routeur pour afficher des configurations. Mais tant qu'il y a cette particularité, on en profite juste pour gagner du temps et simplifier les choses. Juste une petite remarque que je ferme tout de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Que l'interface Gigabit Ethernet 00 sur le routeur, regardez quelle adresse elle a. C'est exactement l'adresse qui est la passerelle par défaut sur la machine. On fait le même exercice de l'autre côté? Allons-y. On prend l'adresse IP ici. On a bien le réseau 2, contrairement à ici où le réseau était 1. Ici, le réseau est différent et le 2. Et la passerelle, elle est de 254. Si je prends le routeur ici et j'insère la même commande en disant show IP interface brief, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que sur l'interface qui est app, qui est démarrée en quelque sorte ou allumée, l'interface Gigabit Ethernet 00, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'adresse IP de 254 qui est exactement celle qui est marquée comme passerelle par défaut, comme default gateway sur les machines. Et pour vous prouver que dans un réseau local, il n'y a pas du tout le besoin à une passerelle par défaut, nous allons faire un exercice très simple. Je vais lancer un ping entre ce PC et ce PC. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord enlever la passerelle par défaut de la première machine, enlever la passerelle par défaut de la deuxième machine. Qu'est-ce que je vais faire après? Je prends ce PC et je lance depuis, j'avais un ping qui tourne pour tester, je lance ici un ping vers 192.168.1.2. C'est la machine qui est à côté. Et là, vous allez voir que je fais -T. Quand je fais ping -T, le ping continue de tourner. Si vous utilisez des machines Windows, le -T, il faut l'écrire ici à la fin. C'est pas au milieu. Alors, je fais -T et je fais OK. Et là, vous allez voir que le ping va continuer à tourner normalement et très normalement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Les requêtes sont en train de sortir, les trames, parce qu'on parle de niveau 2, sont en train de sortir de PC A, aller sur le switch et rejoindre le PC 2. Pourquoi? Parce que le PC, avant d'envoyer l'information, il a checké l'adresse IP de la destination. Et il s'est dit, attends, si la partie réseau de la destination ressemble à la partie réseau de ma machine, pas besoin d'aller contacter le routeur. Je dois me débrouiller moi-même, tout seul, pour aller trouver la destination. Comment il se débrouille? On a vu ça déjà dans la partie réseau local, mais en avançant dans la formation, on va encore décortiquer plus cette phase. Maintenant, disons que j'ai envie de faire un ping de la machine ici, ping de cette machine-là, le 1.1, vers le 2.1, vers le réseau qui se situe à l'autre bout du monde. Je vais dire -T et je fais comme ça.
Là, le PC, qu'est-ce qu'il va dire? Le comportement de routage de PC, c'est quoi? C'est qu'il va se dire, mais attends, la destination, ça ressemble pas à ma machine. Moi, j'ai 192.168.1. OK? Et la destination, c'est 192.168.2. C'est un autre réseau. Donc, tant qu'on parle d'un autre réseau, là, je dois envoyer directement la passerelle parce que moi, je n'ai pas les capacités d'aller les voir. Sauf que, en allant voir la passerelle, il n'y a pas. Il n'y a pas de passerelle. Tant qu'il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de routage tout simplement. Et là, vous voyez les résultats qui s'affichent. Il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de résultat. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis finalement, ça donne request timeout. Autrement dit, il n'y a pas. La requête, elle traîne, mais elle n'arrive pas à sortir de la machine. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ici et je remets la passerelle par défaut. Je sors et là, vous allez voir, hop, ça commence à donner des bons résultats. Le ping, reply, ça commence à répondre de la destination. Vous voyez que avec la passerelle par défaut ou grâce à la passerelle par défaut, nous allons pouvoir sortir efficacement et bien comme il faut de notre réseau pour aller joindre le réseau de destination. Alors, ici maintenant, nous allons essayer de voir une fois la machine, une fois la donnée, le paquet IP sort de la machine, il va voir le switch, il va voir le routeur ici, le routeur, comment il va devoir se comporter. Vous allez me dire que c'est très facile, il va faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Oui, ça c'est simple parce qu'on a le schéma devant nous. Mais pourquoi il ne fait pas ça par exemple? Pourquoi il ne prend pas un autre chemin s'il y a un autre chemin? C'est ça la question qui se pose. Alors, les choses ne sont pas tout à fait simples comme ça, mais je vais essayer de les vulgariser parce que nous sommes au niveau 1 et le but de ce chapitre, c'est juste voir rapidement comment il se comporte un routeur ou comment un routeur il peut arriver à se débrouiller à voir la destination. Le routeur, il route en fonction d'un critère ou en se basant sur une base très importante que vous allez la voir tout au long de votre carrière professionnelle tant que vous faites du réseau. Elle s'appelle la table de routage. La table de routage, elle est composée principalement de deux parties. La partie code, c'est un peu, il va vous expliquer ce qui veut dire par C. C, c'est connected. Et quand vous voyez un C ici, il faut comprendre que c'est connected. Un peu, c'est juste ça. Et ici, la base de données en soi. Et une route, elle est composée, elle peut avoir deux éléments. Ou bien une route qui est directement connectée, comme par exemple pour ce routeur, cette interface, celle-là ou celle-là. Ou bien une route qui n'est pas directement connectée. Et là, vous distinguez par le mot-clé via, à travers. Et là, par exemple, pour ce routeur, est-ce qu'il a le réseau 2? De base, non. De base, il ne connaît pas le réseau 2. Par contre, si je cherche un peu mieux ici, ah oui, le 2, il est là. Il le connaît. S'il n'y a pas cette ligne-là, le routeur, il ne va jamais router l'information. Parce que pour router, il a besoin de l'information. Il a besoin de savoir à qui je route. Vous voyez l'idée. Et cette information qui nous intéresse. Et là, l'information, il l'a pris en O. C'est quoi O? Je cherche ici et je trouve que O veut dire le protocole de routage OSPF. C'est quoi OSPF? Je ne sais pas trop. Même vous, ne vous embêtez pas pour l'instant pour ça. Mais on a fait quelque chose, on a fait un truc. Et ce truc-là nous a permis d'ajouter cette ligne ici sur la base de données de routage de ce routeur-là. Et s'il n'y avait pas ça, bah, le routeur, il va supprimer. Ah oui, c'est pas totalement vrai. Parce que s'il n'y avait pas ça, on a ça. C'est ce qu'on appelle la route par défaut. La route par défaut, c'est quoi? C'est comme la passerelle sur une machine. Vous voyez que la machine ici, est-ce que la machine ici sait faire du routage, sait choisir le meilleur chemin? Non, 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 rien du tout. La machine, elle ne s'embête pas. On va lui dire, tu vas te comporter simplement. Toute information à destination d'une ressource que tu ne connais pas, tu vas la donner directement au routeur. Et c'est exactement comme ça que se comporte le routeur ici. Vous allez me dire alors quelle est l'utilité de tout ça? L'utilité de tout ça, c'est que le routeur est un équipement professionnel, fait professionnellement pour router. Du coup, l'administrateur, il doit se débrouiller pour que chaque paquet l'envoie lui-même à chaque destination. Et si on n'arrive pas à trouver la destination, autrement dit Internet, parce que le routeur, est-ce qu'il connaît ou est-ce que le routeur de mon entreprise, il sait où il est Google exactement? Non, c'est derrière un grand nuage d'Internet que nous, on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire notre routeur? Il va juste donner au routeur central de l'entreprise. Et que vous voyez, c'est qui le routeur central de l'entreprise? Le réseau 3, l'interface 2. Le réseau 3, il est là. C'est le réseau qui relie ces deux-là.
et 2 comme R2. Et vous voyez, il donne directement à celui-là et celui-là, il se débrouille pour l'envoyer. Du coup, finalement, pour comprendre un peu le comportement de routage, vous voyez que grâce à cette ligne, regardez comment elle est super simple à lire, 192.168.2, ah, ça me dit quelque chose, c'est ce réseau-là. Comment je peux le joindre? Je peux le joindre via l'interface 192.168.4.2. C'est qui la 192.168.4.2? C'est celle-là. Comment je le sais? Il suffit d'aller faire Show IP Interface Brief ici, prendre le nom de l'interface que vous voyez ici, que je connais, c'est celui-là, le 010, et vous voyez que le 4.2, c'est bien l'interface, celle-là, de ce routeur. Et du coup, ce routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner toutes les informations qu'il reçoit à destination de réseau 2, il ne cherche pas à comprendre, il les donnera directement à ce routeur-là, à cette interface-là, le 4.2. Est-ce que le 4.2 va pouvoir acheminer après la donnée au réseau 2? Évidemment, parce que c'est un réseau qui est directement connecté à lui. Vous voulez une confirmation? Pas de souci. Show IP route. Et là, on va le voir, le réseau 2. On a dit quoi? Le réseau 2, hein? Oui, il est là. On voit bien que le réseau 2, il est là. Is, regardez, c'est super bien écrit. Is directly connected. Genre, il te le dit clairement. Il n'y a pas de débat. Même ici, il vous le dit clairement qu'il doit passer par le 4.2 et il vous donne même sur quelle interface ça doit sortir. La serial 010. On va afficher les interfaces et vous allez voir qu'il s'agit bien de l'interface serial 010. Elle est là, celle-là. Celle de haut, c'est 000 et celle-là, c'est la giga 00. Vous voyez que c'est super facile, vous voyez que c'est très simple, le comportement de routage ou les protocoles de routage ou le routage globalement, comment il fonctionne. Et vous voyez que même si je passe en mode simulation, c'est le mode qui me permet de voir comment on se comporte pour envoyer des informations. Je vais juste activer ici un PIC. Vous allez voir que c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Je choisis la première machine, la deuxième machine et je laisse je laisse le film se dérouler. Et là, vous allez voir, ça va se passer très normalement et que le routeur, il va joindre, le paquet doit joindre sa destination normalement jusqu'à arriver au final. Pourquoi? Parce que tous les routeurs sont correctement configurés avec tous les paramètres de routage nécessaires. Et nous avons vu que on n'a pas besoin de la passerelle par défaut pour envoyer des informations de routage entre des informations, des paquets ou des trams, peu importe comment on peut les appeler, à l'intérieur. Et nous avons besoin par contre de cette information pour aller au-delà de mon réseau local. Et là, vous voyez, c'est bon, ça marche correctement. Vous avez vu une petite diffusion ici, c'est normal parce que le switch ne connaît pas l'adresse MAC de destinataire, petit rappel. Alors le switch, quand il ne connaît pas le destinataire, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse à tout le monde. Celui-là, puisqu'il n'est pas le concerné, il l'a jeté et celui-là, le concerné, il a répondu. Et là, vous voyez un petit successful qui s'affiche à la fin, qui me confirme que tout s'est correctement déroulé ou tout est bien déroulé dans le cadre de ce lab de routage. Je pense que les choses étaient claires. Nous avons fait le tour de tout le chapitre 8. Nous l'avons terminé en 2 vidéos. En tout cas, si vous avez besoin de me poser des questions ou de savoir quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je serai à votre disposition. Je sais qu'il y a des termes, beaucoup de termes que parfois vous ne connaissez pas, routage ou protocole de routage ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'inquiétude, on est en CCNA 1. Le but, c'est d'entendre parler de ces choses-là. Et puis, en avançant dans la formation, on aura des chapitres détaillés qui vont traiter ce genre de choses. C'est que pas d'inquiétude pour l'instant. Et puis, on a resté connecté juste pour le reste de la formation. Et puis, à chaque chapitre, vous allez voir que les choses vont commencer à devenir beaucoup plus claires pour vous. Sur ce, je vous dis bon courage et bonne continuation. Bonne soirée parce que c'est la soirée pour moi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Et à la prochaine vidéo. Allez, salut.